Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui. Nous allons continuer notre étude, toujours sur la semelle filante économique. La fois passée, nous sommes intéressés au cas où nous avions deux poteaux. Et aujourd'hui, on va voir le cas où il y a trois poteaux. Et semelle filante sur trois poteaux, nous allons analyser un cas, le cas où les poteaux sont équidistants, donc également chargés et distants. Bon, bien sûr que c'est un cas qui n'est, on va supposer, ce n'est pas un cas qui est complètement réel parce que normalement, il y a toujours le poteau intermédiaire qui est beaucoup plus chargé que les autres. Mais on va supposer que c'est la même charge partout. Ok. Bon, de toutes les façons, on peut aussi faire assez que le trois poteaux soient également chargés. Il suffit pour les deux poteaux extrêmes d'ajouter les porte-à-faux dessus, euh, de voir la surface d'influence. On peut faire assez que le 3 soit également chargé. Et ici, il y a lieu de signaler que le problème est fort complexe, mais on essaie toutefois d'essayer d'analyser ça. Dans le cas où la semelle est rigide, peu importe dans ce cas, le mode d'action des charges sur la semelle, il suffit seulement qu'elle soit symétrique. Les sous-pressions seraient réparties sous la semelle comme dans le cas de la semelle chargée au centre. Nous avons le cas. Ici, ça c'est la répartition de la sous-pression, la réaction du sol pour un terrain cohérent et l'autre c'est pour un terrain pur virulent. Et là, nous voyons la valeur de la pression maximum. Valeur de la pression maximum. Et pour le cas d'une semelle flexible, dans ce cas, on essaie d'avoir les mêmes efforts dans le trois poteaux requiert certaines formes adéquates et la courbe de répartition des sous-pressions sur la semelle. Il est évident qu'une répartition uniforme ne peut, en particulier, se présenter. Les poteaux centrales seraient beaucoup plus chargés au détriment des poteaux extrêmes, c'est ce que je viens de dire. Par conséquent, la semelle va, grâce à sa flexibilité, se déformer et s'équilibrer sur le sol, de telle sorte que les réactions de celui-ci conduisent à trois réactions d'appui égales dans le système continu. Figure ça et l'autre. Les courbes de sous-pression dont il est seulement possible en fait d'apprécier la forme ne sont pas connues. Elles dépendent des caractéristiques de déformabilité réciproque. Dans ces cas, on serait conduit à considérer, dans le besoin de calcul pratique, une courbe simple, celle de la répartition uniforme qui donne les résultats par excès. Effectivement, tout ça, ce sont des mécanismes adoptés pour essayer un peu de résoudre le problème. Dans le cas où la semelle est flexible, on va supposer que la répartition est uniforme, ce qui donnerait des résultats par excès, bien sûr. Et il y a la méthode approximative qui consiste à égaler les deux valeurs. C'est cette méthode approximative que nous allons utiliser. Et il y a la méthode du sol élastique. On va combiner la méthode approximative avec la méthode du sol élastique. Pratiquement, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons appliquer la charge élastique sur notre semelle et en l'appliquant, on va calculer la longueur, estimer la longueur des débords, la longueur de porte-à-faux pour faire assez que notre semelle filante soit toujours économique. Je vous invite à vous abonner, à activer les notifications pour ne rien rater de toutes nos publications. Merci beaucoup. Et la valeur, si vous essayez un peu de résoudre une poutre sur trois appuis avec deux porte-à-faux pour lequel on doit chercher la valeur des deux porte-à-faux et une poutre de chargement chargée avec charge uniforme, je signale que ce sont des résultats approximatifs. Donc, si vous avez des avis contraires, d'autres recherches sur la chose, veuillez non seulement les dire, aussi le partager avec le lien. Je suis ouvert non seulement aux critiques, à la découverte, à l'évolution de la science. Ok. Mes débords, les calculs que j'ai faits m'ont donné comme résultat que les débords ici auront comme valeur de 0,408 L. Comment j'ai fait? J'ai égalé les deux grands moments. Bon, en fait, ici, en supposant, je dis bien,
mes trois poteaux sont équidistants et également chargés, là, je vais simplement égaler les plus grands moments. Donc, j'égale le moment d'un appui, par exemple l'appui A avec l'appui B, et le résultat que je trouve me donnera le résultat économique. Donc, c'est ça ce que j'ai fait. Et on passe directement dans le ciel robot. On avait déjà eu à faire cet exemple. On va continuer ça. Et ici, sans console, nous avons des valeurs de 2349 et l'autre, la valeur négative qui est un peu faible, est 1007. On va essayer de rapprocher les deux. Pour ce faire, nous allons ajouter les consoles. On va ajouter les constructions. Nous sommes sur quel axe? Je crois l'axe X, bien. Nous allons ajouter les consoles sur l'axe X. Et là, je double-clique, je vais multiplier. Je vais faire 7 multiplié par 0,408 égale 0,408 multiplié par 7. Ok. On met un moins devant. Et l'autre côté, on enlève le moins. Ok. À présent, je vais dans la projection, je vais élargir mes semelles. Bon, je vais plutôt ajouter les consoles, outre BA, 40, 60. On va ajouter la charge élastique du sol. Ok. Pour vérifier que c'est bel et bien appliqué, on va voir. Là, il passe seulement les 230. Bon. On va devoir sélectionner nos poutres. Ok. Copier. Je vais coller ça là. Appliquer. C'est fait maintenant. Je relance les calculs.
Le calcul étant fait, on va voir le résultat. On fait comme on isole, hein, comme on avait fait avant. Là, on voit le résultat, diagramme de moment. On peut voir aussi la diagramme des réactions du sol. Nous avons KZ, on va voir. Ça, c'est le diagramme de la réaction du sol. KY, il n'y en a pas. Et le moment